Nous allons voir aujourd'hui le cours sur l'alimentation de l'enfant. Nous allons parler de la diététique chez l'enfant et aussi beaucoup d'allaitement maternel. L'objectif pédagogique de ce cours, c'est que vous compreniez l'importance de l'allaitement maternel dans la diététique d'un enfant et que vous connaissiez comment entreprendre une diversification alimentaire. Secondairement, que vous sachiez comprendre les besoins nutritionnels de l'enfant, que vous connaissiez la composition du lait maternel et aussi les avantages de l'allaitement maternel. Pour cela, nous allons suivre le plan suivant. Donc, on va commencer par la définition de ce qu'est un besoin nutritionnel et quels sont les besoins nutritionnels de l'enfant. Nous allons voir quels sont les besoins en eau, en protéines, en albumine, en glucides, en plusieurs oligo-éléments comme le fer et le calcium qui sont très importants dans la nourriture de l'enfant. Deuxième chapitre, nous allons voir quelles sont les aptitudes du nourrisson et corréler l'alimentation de l'enfant à ses aptitudes, c'est-à-dire les capacités psychomotrices, digestives et rénales. Ensuite, nous allons diviser l'alimentation en périodes. Nous allons voir l'alimentation de la naissance à 4-6 mois où il y a une alimentation lactée exclusive. Nous allons parler de l'allaitement maternel mais aussi de l'allaitement artificiel. Ensuite, la deuxième période d'alimentation, nous verrons de 4-6 mois jusqu'à l'âge de 1 an. Et comme troisième période, à partir de l'âge de 1 an où l'enfant participe au repas familial. Il faut savoir que durant les premières années de vie, l'enfant est totalement tributaire à son milieu extérieur pour ses apports alimentaires. C'est aux adultes de lui donner en proportion correcte ce qu'il doit manger et de lui donner les bonnes habitudes alimentaires. Il est très sensible aux écarts, donc si on lui donne en moins, en quantité insuffisante, on risque de tomber dans la malnutrition. Si on lui donne en excès alors qu'il a aussi une prédisposition génétique d'obésité, on risque de faire de lui aussi un obèse. Et on est dans la nécessité de couvrir ses besoins de dépenses d'un métabolisme de base, d'activité physique et aussi d'assurer une bonne croissance. Et c'est là la définition de ce qu'est un besoin nutritionnel. C'est l'apport alimentaire qui est adéquat, qui assure non seulement à l'enfant une bonne santé, mais aussi une croissance optimale. Donc nous allons voir quels sont les besoins alimentaires et à donner à l'enfant. Donc les besoins en apport hydrique conseillé. L'eau est un élément important. Il entre dans la constitution des cellules. Il représente 75% du poids dans les premières semaines et il va représenter jusqu'à 60% de son poids à l'âge de 1 an. C'est pour cela qu'il faut donner une quantité bien précise d'eau à l'enfant dès sa naissance. Elle varie jusqu'à 100, jusqu'à 150 ml kg/jour et elle va diminuer progressivement. Par exemple, à l'âge d'adolescent, il prendra 40 à 50 ml par kilo par jour. Cette eau est nécessaire à sa croissance, bien sûr, mais aussi à couvrir les pertes. Les pertes, il y a les pertes qu'on peut quantifier comme la diurèse, mais il y a aussi les pertes insensibles comme la sueur. Et voilà. Comme deuxième élément, besoin énergétique. Ils sont d'autant plus élevés que la croissance est accélérée. Donc la croissance accélère surtout durant la période 1, 2, 3 ans, nourrisson, et aussi à la période d'adolescence. Elles sont représentées, les apports énergétiques, surtout en glucides, la moitié, 50 à 55%. Ensuite vient en deuxième partie les lipides, 30 à 35%. Et viennent enfin les protéines, une faible proportion de 10 à 15%. On commence par les protéines. Quel est le rôle des protéines? Les protéines ont un rôle plastique. Par rôle plastique, on veut dire qu'ils ont un rôle de constitution, de synthèse dans l'organisme. Et de défense de l'organisme, vous savez que les enzymes sont faites de protéines. C'est pour ça qu'on parle de rôle de défense de l'organisme. Les protéines sont éliminées par les reins. Et sachez que l'organisme ne fait pas de réserve en protéines. Donc l'excès de protéines apporté par l'alimentation doit être éliminé par les reins. Et si l'alimentation d'un enfant est très riche en protéines, on fera travailler les reins plus qu'il ne faudrait. C'est pour cela que l'alimentation de l'enfant, surtout le nouveau-né et nourrisson qui ont une certaine immaturité rénale, il ne faudrait pas trop faire travailler les reins justement et donc ne pas surcharger leur alimentation en protéines. Voilà les proportions, elles sont dans la diapo, 10 grammes par jour jusqu'à l'âge de 2 ans. Ensuite, ça diminue de 1 gramme kilo-jour. C'est pour ça que le nouveau-né ne doit pas prendre des laits riches en protéines. Et c'est pour cela que le nouveau-né, le nourrisson,
comme aliment idéal l'allaitement maternel, où on va voir tout à l'heure la composition en protéines, justement, qui est idéale. L'alimentation doit aussi apporter des acides aminés essentiels, voici leur liste. Il faut rajouter la cystine et l'histidine chez le prématuré. Sachez que les acides aminés essentiels doivent être apportés par l'alimentation car ils ne sont pas produits par l'organisme. Pour ce qui est des glucides, les glucides sont importants. L'alimentation doit apporter du lactose car le lactose est source de galactose et ce galactose est nécessaire aux structures cérébrales de l'organisme. Pour les lipides, ils ont un rôle énergétique, ils ont un rôle de réserve, ils ont aussi un rôle plastique comme celui des protéines, mais surtout pour le système nerveux. Et ils ont aussi un rôle de transport des vitamines liposolubles qui sont les vitamines A, D, E, K. Les besoins en lipides sont de 3 à 4 grammes kilo jour et il faut que l'alimentation apporte des acides gras essentiels comme l'acide linoléique et l'acide alpha-linolénique qui jouent un rôle très important dans la maturation cérébrale. Ces deux acides gras essentiels sont vraiment riches dans le lait maternel, vous allez voir par la suite. Pour ce qui est du calcium, les apports en calcium doivent être importants et croissants durant la vie. C'est-à-dire qu'à la naissance, 6 mois, il aura besoin de 400 mg par jour. Et vous voyez qu'à l'adolescence, ça arrive jusqu'à 1200 mg par jour. Pour le fer est un oligo-élément très important. Les réserves en fer sont couvertes durant les 4 premiers mois de vie par les réserves qui sont accumulées au dernier trimestre de la vie intra-utérine. Et à partir de 4-6 mois, justement, ces réserves tiennent à la baisse et il faut, pour cela, diversifier, commencer à donner des aliments. C'est pour ça que l'âge de la diversification arrive vers 4-6 mois. Autre remarque, c'est qu'il y a du fer dans le lait maternel, mais en pas très grande quantité. Mais l'important à connaître, c'est que ce fer est mieux absorbé. Une bonne biodisponibilité grâce à une protéine qui s'appelle la lactoferrine qui est présente dans le lait maternel et qui facilite le transport de ce fer. D'autres oligo-éléments, voici leur liste, ils sont aussi apportés par l'alimentation. Il y a des vitamines qu'on doit supplémenter chez le nourrisson, comme la vitamine K, lorsqu'il est sous allaitement maternel exclusif, vous allez voir que le lait maternel a de faibles proportions en vitamine K, et la vitamine D aussi qu'on doit supplémenter chez les nourrissons. Voilà, arrive le chapitre d'aptitude. D'aptitude du nourrisson. On doit corréler l'alimentation de l'enfant aux capacités neurosensorielles, psychomotrices de l'enfant, mais aussi à ses capacités digestives et rénales. Ce qui nous permet d'individualiser au fait 3 périodes d'alimentation, ce qu'on a vu sur le plan du cours. La période d'alimentation lactée exclusive qui va de la naissance à 4-6 mois, la période de diversification à partir de l'âge de 4-6 mois jusqu'à 12 mois, et l'alimentation totalement diversifiée après l'âge de 12 mois. C'est pour ça qu'on prend en compte le développement de l'enfant, son développement psychomoteur. Sachez qu'à la naissance, voilà, les aptitudes psychomotrices, à la naissance, il n'a pas de dents, donc il ne peut pas mâcher, il n'y a pas de mastication, c'est pour ça qu'on lui donne une alimentation liquide. Il mange à la cuillère, il commence à faire ses petites dents, les premières dents commencent à apparaître vers l'âge de 5-6 mois. Donc c'est là qu'on commence à lui donner une alimentation solide, c'est là qu'on commence à diversifier. Et sachez qu'il ne prend pas la cuillère totalement, il ne mange seul que vers l'âge de 18 mois. Donc toutes ces aptitudes psychomotrices entrent en considération dans l'alimentation de l'enfant. Pour ce qui est des aptitudes digestives, on va commencer par parler de l'estomac. Vous savez qu'à la naissance, le nouveau-né a un petit estomac, il a la taille d'une balle de ping-pong. C'est pour ça qu'on parle de capacité gastrique faible. Et donc, le nouveau-né prend de petites quantités de lait. Et c'est pour cela que le lait maternel est l'aliment idéal même en quantité. C'est-à-dire qu'il peut téter par petites quantités et ça lui suffit. Et il n'est pas nécessaire de donner de grandes quantités de biberons, de le bourrer par des biberons. Voilà. Pour ce qui est du bagage enzymatique, c'est cette amylase pancréatique qui est une enzyme qui dégrade l'amidon. Et donc, elle n'est sécrétée que vers l'âge de 2 mois. Et au fait, elle arrive à des sécrétions presque physiologiques que vers l'âge de 5-6 mois et elle égale à la sécrétion adulte que vers l'âge de 9 mois. Et donc, on ne donne pas d'amidon avant l'arrivée de cette amylase dans l'alimentation de l'enfant. Et donc,
Pas de farine. Vous allez voir que dans la diversification, on donne des farines. Les farines ne sont pas données que vers l'âge de 4-6 mois et ça correspond à cette sécrétion d'amylase pancréatique. Pour les barrières digestives, le petit nouveau-né, le nourrisson ont une immaturité digestive aussi, donc ils sont très fragiles aux infections digestives et donc il faudrait assurer une alimentation vraiment parfaitement stérile. Et d'ailleurs, le lait maternel, comme il sort directement de la mère, est donné directement à l'enfant, donc c'est le meilleur aliment qui permet de respecter cette immaturité digestive. Et d'ailleurs, le lait maternel a aussi une composition, on va voir dans les compositions de sucre, l'oligosaccharide est un élément qui protège contre les infections digestives, et donc c'est l'aliment idéal et qui respecte cette barrière digestive immature. Pour ce qui est du rein, des aptitudes rénales, le rein du nouveau-né est totalement immature et donc il ne pourra pas filtrer correctement et donc éliminer une surcharge sodée ou bien une surcharge en protéines et donc l'alimentation ne doit pas être chargée en ces deux éléments. Voilà, nous allons commencer par la période de la naissance à 4-6 mois. Donc pourquoi cette période de 4-6 mois? Vous avez compris que depuis tout à l'heure on est en train de parler de développement psychomoteur, de diversification. L'OMS préconise de ne pas commencer la diversification avant l'âge de 4 mois et de ne pas la retarder au-delà de l'âge de 6 mois. Elle laisse libre choix aux parents, à la capacité de l'enfant, qu'il y ait cet intervalle de 4-6 mois et on choisit un moment où il faut commencer la diversification. Donc avant l'âge de 4-6 mois, c'est une alimentation lactée exclusive. L'OMS recommande que cette alimentation lactée soit assurée par du lait maternel jusqu'à l'âge de 6 mois de façon exclusive. Car c'est un aliment, vous allez voir dans sa composition, qui assure et qui couvre à lui seul les besoins jusqu'à l'âge de 6 mois et il peut à lui seul représenter l'apport lacté lors de la diversification. Nous allons commencer par voir quelle est la composition du lait de femme, du lait maternel. En matière de protéines, il contient 8 à 12 grammes de protéines par litre, mais pas n'importe quelle protéine. Important, cette caséine qui représente 20% du total des protéines, cette caséine, elle est difficile à digérer et elle n'est pas très présente dans le lait maternel. Ce qui fait que le lait maternel est bien digeste par rapport au lait artificiel, par rapport au lait de vache. Lait de vache qui bien sûr fait pour les veaux. Les protéines contenues dans le lait de femme sont l'alpha-lactalbumine, la lactoferrine et les immunoglobulines. La lactoferrine, rappelez-vous, on l'a vu dans le transport du fer. C'est une protéine qui est transporteuse du fer et qui assure une bonne disponibilité du fer dans le lait maternel. Les immunoglobulines sont très importants dans l'immunité de l'enfant. Et l'alpha-lactalbumine est une protéine qui n'est pas allergisante. Vous allez voir quand dans les laits artificiels, dans le lait de vache, il y a une autre protéine qui s'appelle la bêta-lactoglobuline. Cette bêta-lactoglobuline n'est pas présente dans le lait maternel. Et donc le lait maternel n'est pas allergisant. L'enfant sous lait maternel ne fait pas d'allergie aux protéines du lait de vache, comme d'autres enfants qui sont mis parfois sous lait artificiel et qui font de graves tableaux de gastro-entérite. Vous allez voir ça dans le cours des allergies aux protéines du lait de vache. Les enzymes, on a la lipase qui joue un rôle important dans la digestion des triglycérides. Et bien sûr, le lait maternel contient les acides aminés libres. Pour ce qui est des lipides, les lipides aussi ont une meilleure digestibilité, un coefficient d'absorption supérieur dans le lait maternel. Le lait maternel contient aussi les acides gras polyinsaturés et les acides gras essentiels qu'on a vus en début dans les besoins nutritionnels et qui permettent une bonne maturation cérébrale. Pour ce qui est des glucides et des oligosaccharides, le lait maternel n'est pas sucré exclusivement en lactose, mais aussi par des oligosaccharides. Et ces oligosaccharides, je vous ai dit tout à l'heure, ils permettent le développement d'une flore intestinale bifidogène, qui a un rôle protecteur vis-à-vis des infections digestives. Et donc, quand un nouveau-né, un nourrisson est sous allaitement maternel, il a moins de risque de faire des infections digestives, il a moins de risque de faire des gastro-entérites, grâce justement à cette protection intestinale. Les sels minéraux, donc il y a une faible teneur en azote et en sels minéraux, c'est pour ça que les reins
des enfants, des nouveau-nés sous allaitement maternel ne travaillent pas beaucoup, heureusement, ils ne sont pas surchargés, l'alimentation n'est pas surchargée en azote et en sels minéraux. Même remarque pour le calcium comme pour le fer. Le calcium contenu dans le lait maternel est 4 fois moins riche que dans le lait de vache. Mais heureusement, il est mieux absorbé grâce à un rapport optimal calcium-phosphore et à la richesse en lactose au lait de femme. Nous avons vu que la vitamine K est faiblement contenue dans le lait maternel. C'est pour cela qu'on supplémente systématiquement les nouveau-nés nourrissons sous allaitement maternel exclusif, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas un autre aliment, par de la vitamine K. Alors ce que nous avons vu tout à maintenant, c'était la composition du lait maternel mature. Mais sachez qu'à la naissance, il y a ce colostrum. Le colostrum est sécrété de la naissance jusqu'à 5 jours de vie. Il a une composition différente du lait maternel mature. Il a une composition riche en cellules immunocompétentes, riche en oligosaccharides, rappelez-vous que les oligosaccharides permettent de protéger les intestins, et riche en immunoglobulines et donc dans l'immunité de l'enfant. Ce colostrum est vraiment extraordinaire et il faut lui faire bénéficier le nouveau-né à la naissance de ce colostrum. Vous voyez que sa composition elle est vraiment importante et c'est pour cela que la mère dès qu'elle donne naissance et dès qu'elle se rétablit 1 heure, 3 heures après l'accouchement, on met l'enfant au sein, ce qu'on appelle la mise en sein. On va voir une diapo sur cela. Plus elle est précoce, plus elle est rapide, et plus il y aura la montée laiteuse par la suite. Donc ce colostrum, on lui fait bénéficier au nouveau-né, c'est vraiment très important. Ensuite, du 5e au 15e jour de vie vient le lait de transition, qui a une composition intermédiaire entre le colostrum, qu'on vient de voir, et le lait mature qu'on a vu tout à l'heure dans sa composition très précise. Et voilà, le lait mature est sécrété à partir du 15e jour. Après, il y a une remarque sur la composition de la tétée. C'est-à-dire que au cours de la même tétée, il y a un changement. En début de tétée, le lait maternel est très riche en eau. Parce que le nouveau-né a soif, le nourrissant a soif. Il commence à téter, les premières 5-10 minutes, elles sont riches en eau. Arrivé au milieu de la tétée, le lait devient riche en glucides et en protides. Ça, c'est au milieu de la tétée. Arrivé à la fin de la tétée, il va arriver aux lipides. Et ces lipides permettent d'avoir une satiété. Et c'est pour ça qu'on dit aux mamans qui allaitent d'essayer de maintenir l'enfant au sein jusqu'à un bon moment, jusqu'à vider le sein. Parce qu'en vidant le sein, vous faites bénéficier à l'enfant aux lipides. Et quand il arrive aux lipides, il a cette sensation de satiété. Parce que beaucoup de mamans abandonnent l'allaitement maternel et disent que l'enfant, finalement, il pleure. Et le lait ne lui a pas suffi parce qu'il pleure. Quand vous posez la question, vous avez allaité combien de temps? Elle vous dit 5-10 minutes et il s'est arrêté. Ben, dites que 5-10 minutes, il n'a eu droit qu'à l'eau. De l'eau et du sucre. Et il faut vraiment être patient. D'ailleurs, l'allaitement maternel est quelque chose qui demande beaucoup de patience. Il faut que les mamans apprennent ça, se préparent durant la grossesse pour allaiter. Il a beaucoup d'avantages. On les a un petit peu résumés sur cette planche, mais il a des rôles non seulement pour l'enfant, mais aussi pour la mère qui allaite. Ce rôle protecteur permet de prévention des infections digestives. Vous avez vu, je vous ai dit que le fait de lui faire bénéficier des oligosaccharides permet de protéger les intestins contre les infections digestives, mais aussi contre les infections en général. Les enfants sous allaitement maternel font 10 fois moins d'otite, 10 fois moins d'infections par rapport aux enfants sous allaitement artificiel, et donc beaucoup moins de consultations pédiatriques, beaucoup moins de prise d'antibiotiques, de médicaments. L'effet anti-allergique, le rôle anti-allergique. On a vu que dans la composition des protéines, il n'y avait pas cette bêta-lactoglobuline allergisante qui est responsable de la maladie allergique aux protéines du lait de vache. Donc ça, c'est très important. Il y a aussi un effet bénéfique au long terme. Les enfants, ils ont fait des études qui ont été allaités au sein à l'âge adulte, ont moins de risque de faire l'HTA et de l'hypercholestérolémie et de diabète. Ce sont les maladies du siècle, justement. L'allaitement maternel permet une alimentation à la demande. À n'importe quel moment,
la mère peut prendre son enfant et l'allaiter. Le lait est prêt à température convenable. Il n'a pas besoin d'être mis dans des bouteilles de lait, ces biberons qui doivent être stérilisés. Il est totalement propre, totalement stérile, prêt à l'emploi. Il suffit juste de bien alimenter cette maman. Et justement, il y a un rôle économique là-dessous aussi, parce qu'il suffit de bien alimenter une maman et elle va donner du lait à son enfant. Sachez que les boîtes de lait coûtent excessivement cher. Une fois que vous commencez à donner des boîtes de lait, là, la boîte finit en même pas 4-5 jours, et donc ça revient très cher aux parents. L'allaitement maternel renforce le lien affectif, parlera jamais assez du lien exceptionnel qui se crée entre une mère et son bébé qu'elle allaite. Elle le prend partout avec elle. L'enfant sous allaitement maternel est tout le temps collé à sa mère. Ça crée un lien exceptionnel entre maman et son enfant. Autre bénéfice de l'allaitement maternel, une maman qui a allaité, ils ont fait des études, il y a moins de risques qu'elle fasse cancer du sein et cancer de l'endomètre. Voilà. On va voir comment mettre en route l'allaitement maternel dès la naissance. Il faut mettre au sein précocement le nouveau-né, le rapprocher de sa mère dès que la mère se sent bien. Il faut la mettre à l'aise. Vous savez que l'allaitement est aussi une composante psychologique très importante. Si elle est bien préparée à allaiter, Dieu a fait que toute maman ait du lait dès la naissance. C'est vrai qu'au début, il y a le colostrum, ce ne sont pas de grandes quantités de lait, mais vous vous rappelez qu'il a un petit estomac. Et donc, il suffit de lui donner ces petites quantités de lait, de colostrum, et ça lui suffira. Donc, avant la tétée, mettre à l'aise la mère, nettoyer le mamelon avec de l'eau tiède ou simplement avec du lait maternel. Elle n'a qu'à presser la glande mammaire, faire sortir un peu de lait et nettoyer le mamelon. La durée de la tétée, elle doit être courte, mais elle ne doit pas être aussi très très courte. Je vous ai expliqué tout à l'heure pourquoi. Il faut réveiller l'enfant, le mettre au sein, il faut bien le positionner et donner les 2 seins à chaque fois. C'est-à-dire qu'il faut vider le sein pour arriver justement à lui donner les lipides de la fin de la tétée. Et une fois qu'une maman vide un sein, elle va donner le deuxième sein. Parce qu'une fois que le sein est vide, il va se remplir par un mécanisme neurophysiologique, un mécanisme hormonal. Il y a quelques incidents à connaître. Vous devez les connaître pour les expliquer à certaines mamans qui viennent en consultation, par exemple, qui vous disent « Mon bébé est sous allaitement maternel et il fait une diarrhée ». C'est ce qu'on appelle la diarrhée prandiale. C'est des selles fréquentes. Elles sont de couleur jaune. Elles surviennent au moment de la tétée ou après chaque tétée. Généralement, quand le nouveau-né nourrissant tète 6 à 7 fois par jour, il va faire 6 à 7 selles par jour. Vous, votre rôle, c'est d'assurer à la consultation la mesure du poids. Vous voyez que le petit prend du poids. Depuis sa naissance jusqu'à votre consultation, il n'arrête pas de prendre du poids. Que justement, l'aspect des selles est jaune, il survient au moment de la tétée, à la fin de la tétée, ça c'est juste un incident. Pas tous les nouveau-nés qui sont sous allaitement maternel le font, mais c'est important à connaître. Deuxième élément à connaître, c'est l'ictère au lait de femme. Il y a parfois des enfants qui sont allaités au sein qui font un ictère. Les caractéristiques de cet ictère, c'est que c'est un ictère tardif. Il ne survient pas précocement premier, deuxième jour, plutôt vers le troisième, quatrième jour après la naissance, quand le nouveau-né est allaité exclusivement au sein. Il est dû à un effet inhibiteur de la glucuroconjugaison d'acides gras qui sont contenus dans le lait maternel. On ne fait rien, on observe, on surveille, on revoit l'enfant en consultation, on s'assure à éliminer les autres pathologies graves de l'ictère. Et généralement, c'est un ictère qui disparaît au bout de la 5e, 6e semaine. Troisième incident à connaître aussi, à expliquer aux mamans, c'est les crevasses du mamelon. Généralement, elles surviennent quand il y a une mauvaise posture du nouveau-né, du nourrisson quand il est allaité. Parfois, c'est un nourrisson qui prend juste le mamelon, alors qu'il faut bien positionner la bouche de telle sorte que tout le mamelon et toute l'aréole entrent dans sa bouche. Et voilà. Et parfois, c'est évité aussi en essayant de faire des tétées de 15-20 minutes. Si le nouveau-né s'endort sur le sein et commence à le sucer, il va blesser. Et les crevasses, justement, c'est des petites blessures au niveau des mamelons qui sont très douloureuses. Parfois, il y a des mamans qui abandonnent l'allaitement maternel à cause de ces crevasses. Il suffit juste de mettre des pommades cicatrisantes
et de reprendre l'allaitement et tout rentre dans l'ordre. Aussi l'insuffisance lactée qui est due à une mauvaise préparation de la mère. La mère psychologiquement croit qu'elle n'a pas beaucoup de lait, elle n'est pas bien préparée et il faut qu'elle donne le sein. Il faut expliquer que le mécanisme de succion lui-même va engendrer la sécrétion hormonale de prolactine et d'ocytocine. Donc plus elle va mettre au sein l'enfant, plus il va téter, plus elle aura de lait. Généralement, c'est des mamans qui ont une mauvaise préparation. Les contre-indications, il faut peser avant de contre-indiquer un allaitement chez une maman. Et ils sont rares, voilà, je vous ai mis les quelques contre-indications. Il y a celles qui sont liées à la mère. L'OMS nous dit qu'en cas d'infection au VIH, c'est formellement contre-indiqué d'allaiter, ça c'est clair. Il y a cette psychose puerpérale qui est un état de dépression du postpartum où la mère a carrément des idées d'infanticide, ce qui est vraiment grave, c'est une psychose assez grave, où là il faut séparer l'enfant de sa mère et il ne faut pas qu'elle l'allaite, parce qu'il y a un risque. Et il y a de rares médicaments qui contre-indiquent l'allaitement maternel. De rares médicaments, il faut les connaître, il faut vraiment veiller à vérifier l'information. Par exemple, il y a le lithium, l'amiodarone qui sont contre-indiqués dans l'allaitement maternel. Il y a un site qui vous permet de vérifier cette information, www.lecrat.org. Tapez le nom du médicament, il vous dira s'il est contre-indiqué ou pas durant l'allaitement. Il y a d'autres contre-indications qui sont liées à l'enfant lui-même. Par exemple, certaines maladies métaboliques, heureusement, qui sont rares, comme la galactosémie. Malheureusement, ces enfants ne peuvent pas bénéficier de l'allaitement maternel. Voilà, on est toujours durant la période d'alimentation de la naissance à 0,6 mois, c'est-à-dire l'alimentation lactée. Et effectivement, en cas de contre-indication, on est obligé de donner du lait artificiel. Les laits artificiels ont une composition qui est régie par une réglementation internationale. Il y a plusieurs types de lait. Les laits qu'on donne de la naissance à l'âge de 6 mois, c'est les laits de premier âge qu'on appelle aussi les préparations pour nourrissons. Il y a les laits qu'on donne de 6 mois à 1 an qu'on appelle les laits de suite. Il y a les laits qu'on donne à partir de 12 mois, c'est les laits de croissance. Et ce qui est important à connaître, c'est les laits spéciaux. C'est les laits qu'on prescrit nous en pédiatrie. Par exemple, il y a des laits qu'on donne en cas d'épisode de régurgitation, ça s'appelle les laits AR. Il y a des laits qu'on donne dans les épisodes diarrhéiques, c'est des laits dont le taux de lactose est réduit, ça s'appelle les laits AD. Il y a des laits qu'on donne aux hypotrophes, aux prématurés, quand la mère ne peut pas allaiter, ça s'appelle les laits pré. Il y a le suffixe pré qui précède la marque, pré quelque chose, voilà. Et il y a aussi les laits comme le Pepti Junior qui sont des laits qu'on donne en cas d'allergie aux protéines du lait de vache. C'est des hydrolysats au fait de protéines. Leur composition, donc je vous ai dit, ils se valent tous, hein, les laits artificiels. Ils ont une composition qui est réglementée. Ils ont essayé d'abaisser leur taux de protéines. Ils ont essayé d'adjoindre des graisses végétales, d'acide linoléique. Ils ont essayé de donner un faible taux en sodium pour ne pas justement surcharger les laits en sodium, mais ils n'ont pas pu égaler justement le lait maternel. Il faudrait que vous connaissiez comment on prépare un biberon. D'ailleurs, parfois on reçoit en consultation des mamans, des parents qui se trompent dans la constitution des biberons. Il faut toujours de leur dire qu'il faut une hygiène stricte, bien se laver les mains, bien laver le biberon, utiliser de l'eau bouillie. Et il y a cette règle, on donne une cuillère à mesure pour 30 millilitres d'eau. Et pour avoir la quantité d'eau à utiliser, justement, la quantité de lait quotidienne, on s'aide avec cette règle d'Apert où on prend le poids de l'enfant en grammes, on le divise par 10 et on rajoute 200. Vous aurez la quantité de lait que vous allez diviser en 5, 6 biberons, bien moins, en fonction de l'âge de l'enfant. Les incidents par rapport à l'allaitement artificiel, en premier lieu, c'est l'allergie aux protéines du lait de vache. Il y a des enfants, pour une raison ou une autre, vous allez voir dans le cours de l'allergie aux protéines du lait de vache, ils vont faire vraiment des tableaux parfois graves. Ça va de l'allergie immédiate à l'allergie qui fait des diarrhées. Et donc, c'est des enfants chez qui les laits artificiels sont totalement contre-indiqués et on leur donne justement des hydrolysats de protéines. Il y a la fièvre due au lait sec, c'est dû à une mauvaise reconstitution de lait. C'est pour ça qu'on doit toujours vérifier avec les parents
combien ils utilisent de poudre de lait par rapport à combien de quantité d'eau. Voilà, cette planche vous montre que au mieux il faut donner du lait maternel, vous n'avez pas à calculer des quantités. Sinon, vous aurez par exemple à la naissance environ 6 biberons de 90 millilitres de lait. Environ vers l'âge de 2 mois, il va arriver à 5 biberons de 150 millilitres ou 6 biberons de 120, etc. jusqu'à l'âge de 4-5 mois où il va prendre environ 4 biberons de 180 millilitres de lait. Voilà, là on va parler de quelques définitions importantes à connaître. L'allaitement maternel exclusif est réservé à l'enfant qui ne se nourrit que de lait maternel et sans aucun autre aliment, liquide ou solide, c'est-à-dire que la mère ne donne ni jus, ni tisane, ni autre aliment. Ça, c'est l'enfant sous allaitement maternel exclusif. Alors que l'allaitement maternel prédominant, c'est un enfant sous allaitement maternel, mais qui prend d'autres liquides. Le sevrage, c'est une étape qui, j'allais dire, incontournable dans l'allaitement au sein. C'est une étape où la mère décide d'arrêter l'allaitement. C'est une étape où parfois, vous pouvez donner des conseils. Arrêter l'allaitement n'est pas si facile, surtout quand il arrive à l'âge de 2 ans où c'est vraiment habitué, ou bien que la mère devra reprendre son travail. Parfois, elle demande des conseils. Mais il faut dire que arrêter l'allaitement doit se faire progressivement, doit commencer par supprimer les tétés de la journée, ensuite supprimer celles de la nuit, de préférence ne pas faire en période hivernale où il y a des épidémies de gastroentérite. Le sevrage de préférence ne se fait pas avant l'âge de 6 mois. On a dit que l'OMS préconisait un allaitement maternel exclusif de 6 mois, donc conseillez toujours un sevrage après, et voilà, un sevrage en douceur. La lactation, c'est la suppression du lait comme aliment principal dans l'alimentation du nourrisson. Et on va arriver enfin à la diversification, qui est l'étape d'introduction d'autres aliments que le lait dans l'alimentation. Voilà. Et cette diversification survient en général vers l'âge de 4-6 mois. Je vous ai dit au tout début du cours, pas avant 4 mois et pas après 6 mois. La période de cette 4-6 mois à 12 mois, on va donner bien sûr du lait, au mieux du lait maternel ou bien des biberons de lait, et on va adjoindre des aliments. L'alimentation doit se faire progressivement, doit respecter l'appétit de l'enfant. Généralement, on commence par des légumes, de préférence sous forme de soupe mixée dans le repas du midi. On va commencer par les légumes les moins allergisants, les pommes de terre, les carottes, les courgettes épinées et épluchées. On va donner premier légume 2 à 3 jours, deuxième légume 2 à 3 jours après, troisième. Comme ça, s'il fait une réaction allergique, on saura à quel aliment et il l'a fait. Donc les légumes sont donnés sous forme de soupe. À midi, il ne faut pas adjoindre de sel. Donc laisser l'aliment tel quel pour que l'enfant apprécie le goût. Sont cuits, bien cuits, mixés, donnés de préférence à la cuillère. Certains parents donnent des soupes au biberon, mais nous on préconise généralement de donner à la cuillère dans une assiette. Comme ça, il saura faire la différence entre son biberon de lait et son repas du midi. On peut aussi donner après 15 jours d'alimentation, une fois que vous avez commencé vers l'âge de 5 mois et demi, 6 mois à diversifier par des soupes de légumes. On commence ensuite par donner des fruits. Au début, on donne des fruits qui sont cuits sous forme de compote. Les premiers fruits qu'on donne, c'est généralement les pommes, les poires, voilà, sous forme de compote, soit à la fin du repas, soit dans le goûter de l'après-midi. Ensuite, une fois que la diversification a bien été installée, on va commencer à donner la source de protéines, ce sont les viandes, les poissons et les œufs, mais pas tous, bien sûr, dans le même repas. On va donner par exemple au tout début des viandes blanches, au premier repas, elles seront mixées avec les légumes. Deuxième jour, ça sera bien sûr les poissons, on commencera toujours par les poissons blancs, comme la sole, le merlan. L'œuf, on donne le jaune d'œuf, mixé dans l'alimentation, et ainsi de suite, c'est-à-dire un jour de viande blanche, un jour poisson, un jour œuf, et on fera ça en alternance. Les farines, il y a beaucoup de marques de farines qui sont commercialisées en pharmacie. Les farines sont un élément qui aide dans la diversification. Elles apportent des glucides, des protéines végétales et des sels minéraux. Il y a beaucoup de types de farines. Il y a des farines de céréales, de légumineuses, des farines lactées, des farines non lactées, et des farines sans gluten.
C'est les farines sans gluten qu'on donne à 4-5 mois et avec gluten après l'âge de 6 mois. Et pour les matières grasses, on donne à chaque repas une cuillère d'huile d'olive ou de beurre dans la soupe de légumes. Pour les laitages, on peut ajouter quelques fromages blancs, les fromages frais au tout début, 6 mois, 7 mois, 8 mois. Les fromages gras ne sont donnés que vers l'âge de 9, 10, 12 mois. Une fois qu'on commence cette diversification, on va arriver petit à petit à donner de bonnes habitudes, c'est-à-dire arriver à cette règle des 4 repas. On va donner 2 repas lactés, le matin son biberon ou bien son lait maternel, et à 16 heures, un laitage ou un biberon de lait. Le repas de midi va comporter une soupe de légumes. Il va aussi se composer de viande, que ce soit poisson ou œuf, et ainsi que de fruits. Et le soir, de préférence, le repas du soir ne commence que vers l'âge de 8-9 mois. Il faut toujours respecter l'appétit de l'enfant, ne pas trop forcer, et il ne comportera que des légumes. Évitez de donner des viandes le soir. Parfois, selon l'appétit de l'enfant, on peut compléter par un biberon de lait, un fromage, un fruit. Je voulais vous parler de cette fenêtre de tolérance dont parle la Société européenne de gastroentérologie et pathologie et nutrition, qui recommande de profiter de cette période de 4 à 6 mois. Ils ont vu qu'à cet âge, 4-6 mois, il était idéal d'introduire des aliments en vue de l'induction d'une tolérance chez certains enfants à risque allergique. Et ils nous ont dit que vers 4-6 mois, n'ayez pas peur et commencez par alimenter, donner, même si l'enfant a des antécédents d'allergie, des antécédents familiaux allergiques. Donc cette fenêtre de tolérance est très à la mode et cette société européenne nous recommande qu'à 4-6 mois, on peut introduire le maximum d'aliments. Voilà, pour ce qui est de l'alimentation à partir de 12 mois, 12 mois, il prendra bien sûr du lait, que ce soit du lait maternel ou bien du lait artificiel. La quantité de lait va commencer à diminuer parce que justement l'enfant va de plus en plus prendre des aliments. Son repas sera vraiment diversifié vers l'âge de 1 an. Il va même goûter au repas familial. Avant l'âge d'1 an, je vous ai dit, il ne faut pas rajouter du sel. À partir de l'âge de 1 an, il pourra manger le repas de famille et donc il pourra manger des repas salés. Voilà. Pour ce qui est de quelques remarques, des particularités, il ne faut pas donner trop de protéines, environ 30 grammes par jour de viande ou de poisson ou d'œufs par jour. Tous les légumes à l'âge de 1 an ont pu être introduits dans son alimentation. Et pour ce qui est des légumes secs, c'est généralement vers l'âge de 18 mois qu'il faut les donner, les légumes secs comme les lentilles. Tous les fruits généralement peuvent être introduits, laissez les fruits allergisants comme le kiwi, les fraises que vers l'âge de 3 ans. Et ensuite, on a les sucres complexes qu'on doit proposer à chaque aliment, à chaque repas. Je vous ai dit que les bonnes habitudes se donnent dès les premières années de vie, et donc il faut apprendre la règle des 4 repas, et donc essayer d'éviter le grignotage entre les repas. Et pour ce qui est des boissons, ne proposez que de l'eau pure, évitez les boissons sucrées et les sodas. Vers l'âge de 2 ans, il y a une période psychologique qui apparaît, c'est la période d'opposition. L'enfant sait qu'il peut dire non. Donc, il va dire non à certains aliments. Il faut donc, il faut parfois céder. Il faut respecter son appétit et reproposer l'aliment une autre fois. Important aussi de respecter la règle des 4 repas sans trop forcer, c'est-à-dire respecter une règle, mais en même temps respecter l'appétit de l'enfant. Entre 1 et 3 ans, il faut toujours favoriser la découverte de nouveaux goûts, de nouvelles saveurs, des textures. Vous savez, quand vous commencez l'alimentation, vous allez lui donner à 7 mois, 8 mois des aliments qui sont mixés. Ensuite, à 8 mois, 9 mois, il va commencer à avoir ses dents. Vous allez écraser les aliments à la fourchette. Mais après l'âge de 1 an, il va commencer à manger des petits morceaux. C'est pour ça qu'on préfère des textures différentes. Ne pas l'habituer seulement à l'écraser, laisser découvrir de nouveaux goûts, de nouvelles textures. Et après 3 ans, il y a aussi une période qui s'appelle la néophobie. Cette néophobie, c'est la peur de goûter des aliments nouveaux. Il a peur de goûter du chou, il a peur, généralement ça arrive avec le chou, les épinards. Il faut respecter cette peur
et proposer l'aliment sous différentes formes. Vraiment, le reproposer une autre fois. Il va généralement accepter à une autre tentative. Voilà, nous sommes arrivés à la fin du cours. Je vous remercie de votre attention.